Il y a deux grandes questions en biologie. Comment apparaissent les nouvelles formes de vie, avec de nouveaux organes comme les ailes ou les yeux, à partir d'organismes qui existent déjà? Et deuxièmement, comment la vie elle-même est apparue sur Terre? On sait que Darwin a voué la majeure partie de sa vie à la première question. Charles Darwin a comparé l'histoire de la vie sur Terre à une grande arborescence. À la base, on retrouve la toute première cellule vivante, et les branches représentent de nouvelles formes de vie plus élaborées qui ont évolué avec le temps à partir de cet organisme primitif. Darwin voulait expliquer l'origine des branches de cet arbre de vie. Il essaya de montrer comment la sélection naturelle aurait pu modifier les espèces, produisant ainsi la grande diversité de vie végétale et animale que l'on observe aujourd'hui sur Terre. Mais pour ce qui est de la base de l'arborescence, la première cellule vivante, Darwin n'a pas dit grand-chose. En fait, dans l'origine des espèces, il n'a même pas abordé la question de l'origine de la vie à partir d'une matière non vivante. Les seuls aperçus de ses opinions à ce sujet nous viennent d'une lettre qu'il a écrite à son collègue Joseph Hooker. Concernant la première production d'un organisme vivant, si, et oh quel grand si, nous pouvions concevoir dans quelques petites mares chaudes, en présence de toutes sortes de sels d'ammoniac et d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, qu'un composé de protéines fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes. Aujourd'hui, une telle matière serait instantanément dévorée, mais peut-être qu'avant l'apparition des créatures vivantes, cela n'aurait pas été le cas. Au cours des dernières années de sa vie, Darwin développa peu l'idée selon laquelle une cellule aurait émergé de simples composés chimiques dans les eaux primitives de la Terre. Mais dans les années 20 et 30, un savant russe du nom d'Alexandre Oparin formula une théorie détaillée sur la possibilité de ce phénomène. Il l'appela l'évolution chimique. Oparin a essayé d'expliquer l'origine de la vie à partir des principes darwiniens. Il a imaginé de simples composés chimiques se combinant plusieurs fois pour former des molécules plus grandes. Puis ces molécules se seraient organisées à l'aide de variations aléatoires et de la sélection naturelle pour donner lieu à la première cellule vivante primitive. Pendant les 30 ans qui suivirent, de nombreux scientifiques cherchèrent à développer et affiner ces idées en se penchant sur les questions soulevées par Oparin et Darwin. Comment la vie avait-elle pu émerger de simples produits chimiques? Un homme pensait avoir trouvé la solution. Le problème des origines biologiques m'a très longtemps passionné par son envergure et son importance. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Des questions qui m'interpellaient du point de vue scientifique. De la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, Dean Kenyon était l'un des théoriciens les plus avancés au monde dans le domaine de l'évolution chimique. Comme d'autres savants, il essayait d'expliquer comment la vie sur Terre était apparue à partir d'un processus purement naturel. En 1969, Kenyon coécrivit un ouvrage important sur l'origine de la vie. Gary Steinman et moi-même pensions qu'en réunissant toutes les preuves empiriques accumulées du milieu à la fin des années 60, nous aurions de fortes chances d'expliquer l'origine des principaux éléments ayant abouti à la vie. Malgré son optimisme, Kenyon rencontra un problème majeur. Pour expliquer l'émergence de la vie, il devait commencer par expliquer l'origine des briques essentielles de chaque cellule présente sur Terre, des macromolécules appelées protéines. Les protéines ont de multiples fonctions dans la cellule, de l'agencement structurel, avec le cytosquelette aux enzymes qui catalysent les molécules pour obtenir de l'énergie ou pour bâtir des composantes cellulaires.
Les protéines exécutent à peu près toutes les tâches dans la cellule, sauf le stockage d'informations génétiques, effectué par l'ADN et l'ARN. Toutes les fonctions quotidiennes, telles que le nettoyage de la cellule et la production d'énergie, sont accomplies par les protéines. Kenyon savait que les protéines auraient été aussi indispensables au premier organisme vivant qu'elles le sont dans les cellules aujourd'hui. Il reconnaissait aussi la complexité de leur construction. Dès 1960, les scientifiques avaient établi que même des cellules élémentaires sont composées de milliers de protéines différentes et que la fonction de ces molécules est due à leur structure tridimensionnelle très complexe. La forme irrégulière de certaines protéines leur permet de catalyser ou de déclencher des réactions chimiques grâce à leur parfaite adaptation aux autres molécules de la cellule. D'autres protéines s'emboîtent pour former des composants structurels. Les parties du moteur bactérien, comme cet anneau, sont composées chacune d'une seule protéine ou d'un assemblage de protéines qui lui donne une forme spécifique. Les protéines sont à leur tour composées d'unités chimiques plus petites, appelées acides aminés, reliés les unes aux autres pour former de longues chaînes. On observe un très grand degré de complexité dans l'architecture des acides aminés qui forment les protéines. Dans la nature, 20 types d'acides aminés servent à la construction de ces chaînes de protéines. Les biologistes les ont comparés aux 26 lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet peuvent faire l'objet d'un nombre énorme de combinaisons. C'est l'arrangement séquentiel des lettres qui détermine le sens des mots et des phrases. Si les lettres sont disposées correctement, on obtient un texte compréhensible. Sinon, on crée du charabia. Le même principe s'applique aux acides aminés et aux protéines. Il existe plus de 30 000 protéines distinctes et chacune d'elles repose sur une combinaison différente des 20 acides aminés évoqués précédemment. Ces acides sont disposés comme des lettres pour former des chaînes qui comptent parfois des centaines d'unités. Si les acides aminés sont bien séquencés, la chaîne sera alors pliée pour devenir une protéine fonctionnelle. Les acides aminés s'emboîtent les uns dans les autres pour former une architecture préprogrammée par l'ordre de ces acides. Une structure est ainsi élaborée en vue d'une fonction particulière. Toutes les protéines de la cellule ont donc une forme tridimensionnelle, basée sur la disposition des acides aminés dans la chaîne. Cette disposition est cruciale. Si des acides aminés sont mal séquencés, une chaîne inutile se forme et au lieu de devenir une protéine opérationnelle, elle est détruite dans la cellule. À l'instar des langues écrites ou des programmes informatiques, les protéines ont une spécificité très élevée. Le fonctionnement de l'ensemble dépend d'un arrangement précis des éléments individuels. Mais qu'est-ce qui produit les séquences précises de ces acides aminés, donnant ainsi des formes et fonctions spécifiques aux protéines? Au cours des années 50 et 60, des découvertes sur la structure des protéines ont poussé les biologistes à sonder ce mystère. Dean Kenyon pensait pouvoir le résoudre. Dans leur livre « La prédestination biochimique », Kenyon et Steinman proposèrent une théorie intrigante. Kenyon écrivit « La vie aurait pu être biochimiquement prédestinée par les propriétés d'attraction des parties chimiques, notamment entre les acides aminés dans les protéines. » Au moment de la parution de mon livre, mon collaborateur et moi étions entièrement convaincus que nous disposions d'une explication scientifique des origines. Kenyon suggéra que les propriétés chimiques des acides aminés les avaient attirés mutuellement pour former de longues chaînes qui sont devenues les premières protéines, les constituants les plus importants de la cellule vivante. Et cela signifiait que la vie était en fait inévitable, prédestinée tout simplement par la chimie. Beaucoup de scientifiques adoptèrent les idées de Kenyon, et pendant les 20 années qui suivirent, la prédestination biochimique fut un best-seller sur la théorie de l'évolution chimique. Mais 5 ans après la publication de son livre, Kenyon se mit à douter de la vraisemblance de sa propre théorie.
C'est au cours de cette période que mes doutes sur certains aspects de la pensée évolutionniste se sont manifestés. J'ai été confronté à un contre-argument solide de la part d'un de mes étudiants. Un argument que je ne pouvais pas réfuter. Kenyon était tenu d'expliquer comment les premières protéines avaient pu être assemblées sans l'aide d'instructions génétiques. Aujourd'hui, dans les cellules vivantes, les chaînes d'acides aminés ne se forment pas directement par des forces d'attraction entre leurs éléments, scénario des origines envisagé par Kenyon. C'est une grosse molécule à l'intérieur de la cellule qui contient les instructions d'assemblage d'acides aminés en protéines. Il s'agit de l'ADN. Au départ, Kenyon croyait que les protéines auraient pu se former directement sans les instructions de l'ADN. Et c'est ce qui créa l'enthousiasme scientifique autour de sa théorie. Mais plus il étudia les propriétés des acides aminés et des protéines, plus il douta que les protéines aient pu s'assembler sans ADN. Avec l'ADN, Kenyon fut confronté à une molécule possédant des propriétés qu'il ne pouvait pas expliquer par le biais des processus naturels. En effet, une mine d'informations se trouve fermement verrouillée dans sa structure en double hélice, sous la forme de composés chimiques spécifiquement séquencés que les scientifiques représentent par les lettres A, C, T et G. Dans une langue écrite, l'information est transmise au moyen d'un arrangement spécifique de lettres. De la même manière, les instructions nécessaires à l'assemblage des acides aminés en protéines sont transmises par des séquences d'éléments chimiques disposés le long de l'axe de l'ADN. Ce code chimique a été surnommé le langage de la vie. Il s'agit de l'assemblage d'informations le plus dense et le plus élaboré que l'on connaisse dans l'univers. À l'instar des scientifiques qui étudiaient l'origine de la vie, Kenyon a compris qu'il avait le choix entre arriver à expliquer la provenance de ces instructions génétiques d'assemblage ou démontrer que les protéines avaient été directement fabriquées par les acides aminés et sans ADN dans les océans primitifs. Finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire ni l'un ni l'autre.